contraignant l'adversaire à la reddition grâce à sa démonstration magique de puissance sans pareille. Ce récit constitue un exemple extraordinaire de stratégie de résolution de problèmes, c'est-à-dire de l'art de trouver des solutions à des problèmes impossibles à résoudre selon une logique ordinaire, en recourant à des expédients qui heurtent le bon sens et offrent des possibilités jusqu'alors inaccessibles, car prisonnières de schémas rigides. Face à un problème apparemment insoluble, Alexandre le Grand et ses conseillers ont d'abord redéfini les spécificités de la situation, puis identifié tous les modes de résolution irrémédiablement voués à l'échec, en excluant par là même d'y recourir. Sur la base de l'objectif à atteindre, ils ont ensuite imaginé ce que serait le scénario idéal qui garantirait le succès. Ce procédé les a conduits à détourner leur attention de la prise de la forteresse pour se focaliser sur la conquête du sommet qui permettrait d'aboutir à la victoire finale. Une fois concentrés sur la façon d'escalader la paroi pour parvenir au sommet, ils ont à nouveau imaginé le scénario idéal, définissant les moyens de mettre en place l'escalade qu'ils avaient imaginée. Comme on l'aura compris, le parcours allant du problème à sa solution s'est déployé en une succession de phases d'analyse et de créativité au sein d'une progression logique, laquelle, en partant de l'objectif à atteindre, a conduit à remonter jusqu'au point de départ de telle façon que le problème a été fractionné en plusieurs sous-catégories. Pour chacune de ces sous-catégories, une solution a été recherchée, jusqu'à ce que la somme de ces solutions conduise à la solution globale. Tels sont les fondements de la logique stratégique, cette branche de la logique formelle qui met au point des modèles d'intervention basés sur l'objectif à atteindre, en adaptant la solution aux caractéristiques du problème plutôt que de la prédéterminer sur la base de théories relatives à la nature d'un phénomène donné. En outre, comme nous le verrons en détail, Alexandre le Grand et ses conseillers ont eu recours à des expédients qui ont libéré leur créativité sans rien perdre de la rigueur de leur raisonnement. Des expédients qui, au fil des siècles suivants, ont été formalisés comme des techniques de stratégie de résolution de problèmes. Ce magnifique exemple, tiré des conquêtes d'Alexandre le Grand, constitue non seulement la démonstration d'un éclair de génie, mais aussi d'une manière de penser par phases méthodiques, aboutissant à l'invention créatrice. Nous reverrons tout cela en détail dans cet ouvrage. La stratégie de résolution de problèmes se caractérise par un constant recours à des stratagèmes de logique non ordinaires utilisés pour la planification, mais aussi pour l'intervention directe sur les situations à changer. Dans la littérature, on peut trouver plusieurs modèles de résolution de problèmes. Nous traiterons ici du modèle formulé de manière originale au Centre de thérapie stratégique d'Arezzo et qui constitue l'aboutissement moderne de la tradition de l'école de Palo Alto. Par définition, ce modèle peut s'appliquer à tous les types de problèmes et aux disciplines les plus diverses. Il a été utilisé dans la recherche empirique qui a fourni le fondement méthodologique aux nombreuses formes spécifiques d'intervention thérapeutique et de communication stratégique mises au point au Centre de thérapie stratégique, lesquelles ont été appliquées avec succès à des milliers de cas cliniques et à des centaines de problèmes de management. C'est précisément du fait de ces caractéristiques, permettant d'étudier les difficultés humaines ainsi que les pathologies, comme des problèmes auxquels appliquer des procédures logiques rigoureuses, mais aussi incontestablement inventives, que le modèle présenté dans le présent ouvrage est devenu, depuis bien des années déjà, la référence théorique et pratique pour les spécialistes, psychothérapeutes et dirigeants du monde entier. Chapitre 1. Qu'est-ce que la stratégie de résolution de problèmes ? En 1972, le célèbre épistémologue Karl Popper, 1902-1994, affirmait que le processus de recherche scientifique et les phases conduisant aux découvertes obéissent au schéma suivant. Un problème est identifié, les tentatives de solutions mises en œuvre pour résoudre le problème sont étudiées, des solutions alternatives sont recherchées, celles-ci sont alors appliquées. Leurs effets sont évalués, la stratégie est ajustée afin d'être pleinement efficace. Cette procédure peut être considérée comme le fondement de tout processus de résolution de problèmes. Celle-ci n'étant en réalité rien d'autre qu'une méthode rigoureuse pour trouver des solutions à des problèmes.
en suivant les phases successives mises en œuvre dans la recherche scientifique. Mais alors que la science a le devoir d'expliquer les problèmes étudiés, la résolution de problèmes est une technologie destinée à trouver des solutions, c'est-à-dire des méthodes permettant d'atteindre les objectifs spécifiques d'un projet donné. Si la science a le devoir de se consacrer à la nature des phénomènes et à leur formation, en termes de causalité, de hasard, de nécessité, de temporalité, etc., avec l'ambition de décrire et d'expliquer ces objets d'étude, la technologie fournit, elle, les moyens d'atteindre des objectifs spécifiques grâce à la mise au point de procédures et de techniques permettant de surmonter les difficultés empêchant d'atteindre les objectifs préalablement établis. Le rapport entre la science et la technologie équivaut à celui qui existe entre la philosophie et la logique, la première s'intéressant au savoir et la seconde au savoir-faire. La connaissance logique et technologique se différencie de la connaissance philosophique et scientifique par la mise en œuvre de savoirs opérationnels non spéculatifs. En effet, pour savoir faire, il n'est pas nécessaire de tout savoir, mais seulement ce qui est indispensable à la réalisation de l'objectif. Il existe à l'évidence un rapport constant d'influence réciproque entre les deux types de connaissances, puisque les découvertes technologiques font évoluer les théories scientifiques et ces dernières, à leur tour, permettent d'augmenter les capacités opérationnelles. Cependant, il est important d'insister ici sur le fait que la résolution de problèmes, puisqu'elle se consacre à un projet d'intervention, doit abandonner le savoir théorique scientifique et utiliser le savoir-faire logique technologique. Comme Bertrand Russell, 1872-1970, nous l'enseigne, afin d'exécuter des procédures rigoureuses, nous devons distinguer des niveaux logiques. Bertrand Russell est l'un des fondateurs de la logique contemporaine et le père de la philosophie analytique. Graphique 1. Les niveaux logiques d'analyse d'un phénomène ou d'un problème. Retrouvez le graphique 1 dans le PDF disponible dans votre bibliothèque Audible. Cette distinction est essentielle car trop souvent, face à un problème, on a tendance à chercher l'explication plutôt que la solution. Le piège réside dans le fait que la solution ne nécessite pas d'explication préalable du problème et que c'est, au contraire, elle qui permettra d'aboutir, tandis que les explications dépourvues de preuves empiriques sont trompeuses et basées sur des connaissances a priori. Comme l'expose Émile Cioran, 1911-1995, tout problème profane un mystère. À son tour, le problème est profané par sa solution. Autrement dit, ce sont les solutions qui expliquent les problèmes et non l'inverse. Émile Cioran est un philosophe et écrivain roumain. La résolution de problèmes exige de libérer son esprit de la pensée linéaire causale. C'est sans doute là la conséquence la plus surprenante de l'adoption de cette approche. Cette libération ouvre des perspectives purement pragmatiques orientées vers la solution dans le présent plutôt que l'explication dans le passé. Autrement dit, le fait de relever et d'étudier ce qui n'a pas fonctionné et qui continue à ne pas donner de résultats, mais aussi ce qui a donné des résultats et pourrait être encore efficace, focalise l'attention sur les dynamiques actuelles de persistance et d'évolution du problème et non sur les causes passées de sa constitution. Cet aspect est vraiment crucial, car si la connaissance scientifique peut s'y intéresser pour déterminer comment le phénomène est apparu, en reconstituant le processus causal, la technologie s'emploie à comprendre comment un problème fonctionne présentement. En effet, si je veux introduire un changement résolutoire, je ne peux le faire que sur la dynamique de persistance actuelle, car personne ne peut changer le passé. En outre, il existe très souvent d'énormes différences entre la façon dont le problème s'est formé dans le passé et celle dont il s'exprime au présent. L'étude des causes passées est donc contre-productive dans la recherche de solutions aux problèmes actuels. Cette évidence empirique est l'une des formes de connaissance les plus difficiles à faire comprendre, car nous avons été éduqués par la rationalité traditionnelle où l'explication causale constitue le summum du savoir. Mais il s'agit là du savoir des explications philosophiques et non du savoir opérationnel des solutions technologiques. On passe du savoir abstrait au savoir-faire concret et donc de l'analyse du pourquoi à l'évaluation du mode de fonctionnement de la réalité que l'on souhaite modifier.
Le problème à résoudre ci-dessous nous en offre